Ma mère m'a jetée à la rue à l'aube. Littéralement. Elle a ouvert la porte de la maison, jeté mes affaires sur le trottoir et m'a crié de sortir de sa vie. Je suis restée là, en pyjama, frissonnant de froid, ne comprenant pas vraiment ce qui venait de se passer. Mais 20 minutes plus tard, quand une voiture s'est arrêtée devant la maison et qu'elle a vu qui était sorti, ses jambes ont failli lâcher. Cette nuit-là, tout a changé. Et ce qu'elle m'a fait est retourné contre elle d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Je m'appelle Aminata. J'ai 42 ans et j'ai passé toute ma vie à essayer d'être assez bien pour ma mère. Ce n'était jamais facile. Elle avait toujours eu une manière dure, une froideur qui semblait venir de loin. J'ai grandi en entendant que j'étais problématique, que je demandais beaucoup de travail, que je ne faisais jamais rien correctement. Même quand j'essayais d'aider, il y avait toujours un problème. La nourriture était à court de sel. Les vêtements n'étaient pas bien repassés. J'ai parlé trop fort. J'ai parlé trop doucement. Ce n'était jamais suffisant. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. C'était un accident de voiture. Après cela, ma mère a fermé son cœur pour de bon. Elle n'a pas pleuré lors de la veillée. Il ne parlait pas de lui. Il a simplement continué sa route, comme si de rien n'était. Mon petit frère, Fabien, et moi étions un peu perdus. Il avait 13 ans à l'époque et s'est plongé dans ses études pour s'échapper. J'essayais de tenir les extrémités à la maison, en cuisinant, nettoyant, m'occupant de lui pendant que ma mère travaillait toute la journée dans un bureau de comptabilité. Avec le temps, Fabien a grandi, est allé à l'université, a trouvé un bon emploi et s'est marié. Il a quitté la maison et a construit sa vie. Je suis restée. Pas parce que je le voulais, mais parce que ma mère a toujours été claire sur le fait que je lui devais une dette, qu'elle m'avait élevée, donné un toit, de la nourriture, des vêtements, que je devais rendre à l'appareil. Alors je suis restée. J'ai travaillé 2 emplois pendant des années pour aider à payer les factures de la maison. Le jour, j'étais assistante dans une boulangerie. La nuit, femme de ménage dans un immeuble commercial. Je dormais peu, je mangeais mal, mais je ne me plaignais jamais. Je pensais qu'un jour, elle reconnaîtrait cet effort. Je pensais qu'un jour, elle me regarderait avec affection. Cela n'est jamais arrivé. Quand j'avais 35 ans, j'ai rencontré Laurent. Il était client de la boulangerie, amical, poli, toujours avec un sourire aux lèvres. Nous avons commencé à parler. Après quelques mois, il m'a invité à sortir. J'ai accepté. C'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression que quelqu'un me voyait vraiment. Pas en tant que fille tourmentée, pas en tant qu'employée invisible. Il me voyait comme une femme, en tant que personne. Ma mère détestait ça dès le début. Il a dit que Laurent n'était pas bon, qu'il voulait juste profiter de moi, que j'étais stupide de croire que quelqu'un voudrait vraiment de moi. J'ai essayé de l'ignorer. Je continuais à le voir. Nous sommes sortis ensemble pendant presque 3 ans. Il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Il était heureux, vraiment heureux. Mais ma mère n'est pas allée au mariage. Il a dit qu'il ne donnerait pas son bras pour donner une fille ingrate à un homme qui ne valait rien. Fabien y est allé. Il emmena sa femme, Chantal, et leurs 2 jeunes enfants. Mais ma mère est restée à la maison. Le jour du mariage, alors que j'enfilais la robe, j'ai pleuré. Pas de joie, de tristesse. Parce que même le jour le plus important de ma vie, elle a réussi à me faire sentir petit, mariée. J'ai emménagé dans l'appartement de Laurent. C'était petit, mais c'était à nous. Pour la première fois, je me suis réveillée sans ce poids sur la poitrine, sans craindre de faire quelque chose de mal, sans craindre d'être jugée tout le temps. Laurent était affectueux, patient. Nous avons construit une vie ensemble, simple, mais bien. Ma mère me parlait à peine. Quand j'ai appelé, elle était froide. Quand je lui rendais visite, elle me regardait à peine. Fabien m'a dit de laisser tomber, qu'elle s'y habituerait avec le temps. Mais je l'ai raté. Même après tout ça, l'idée d'avoir une mère qui m'aimait me manquait. 3 ans après le mariage, Laurent est décédé. C'était rapide. Un anévrisme cérébral. Il allait bien le matin. Dans l'après-midi, il est tombé au travail. Il n'est pas arrivé vivant à l'hôpital. J'ai reçu l'appel et mon monde s'est effondré. Soudain, j'étais de nouveau seule, veuf à l'âge de 38 ans. Je ne pouvais pas payer le loyer de l'appartement toute seule. J'ai dû partir. J'ai presque tout vendu. Je n'ai gardé que l'essentiel. Et je suis allée demander à retourner chez ma mère. Elle l'a laissé faire. Mais il a clairement indiqué que ce n'était que temporaire, que je ne pouvais pas être complaisant, que je devais faire demi-tour. Je suis retournée aux 2 emplois. Je suis revenue à la routine de peu de sommeil et de trop travailler. Mais maintenant,
Je payais un loyer à ma mère. Elle chargea. Il a dit qu'il ne me soutiendrait pas gratuitement. J'ai payé, chaque mois, droite. Et il aidait aussi à payer les factures du foyer. Électricité, eau, marché, tout. Pourtant, elle me traitait comme un fardeau, comme si j'étais un problème qu'elle devait porter. Il n'arrêtait pas de se plaindre que je laissais de la vaisselle dans l'évier, que j'ai mis trop d'eau sous la douche, que je suis arrivée en retard et que j'ai fait du bruit. J'ai essayé de tout rendre parfait. Il essaya de ne pas s'en soucier, mais ce n'était jamais suffisant. Fabien venait lui rendre visite de temps en temps. Il vivait de l'autre côté de la ville. Il avait sa vie, ses enfants. Mais chaque fois qu'elle venait, ma mère devenait quelqu'un d'autre. Sourire. Il préparait des plats spéciaux. Il a demandé des nouvelles de ses petits-enfants. C'était comme si elle avait gardé toute l'affection qu'elle avait à lui donner. Et je suis restée là, invisible, servant du café, nettoyant la table, écoutant son rire à ce que Fabien disait. Je n'ai jamais rien dit. Avalé, comme j'avalais toujours. Il y a 6 mois, les choses ont empiré. Ma mère a commencé à dire que je devais partir, que trop de temps s'était écoulé, qu'elle voulait la maison pour elle seule. J'ai dit que j'économisais de l'argent, qu'en quelques mois, je pourrais louer un petit logement. Elle a dit qu'elle n'avait pas quelques mois, que je devais me dépêcher. J'ai commencé à faire des heures supplémentaires. Il travaillait tard. Elle est rentrée épuisée. J'avais à peine le temps de manger correctement. Mais j'ai continué à lui payer un loyer. J'ai continué à aider avec les factures. Je pensais que si je faisais preuve d'effort, elle aurait un peu de patience. Il n'y en avait pas. Il y a 2 semaines, elle a commencé à m'ignorer complètement. Il n'a pas répondu quand j'ai parlé. Il ne m'a pas regardé. C'était comme si je n'existais pas. J'ai essayé de demander ce qui se passait. Elle tourna le dos et alla dans la chambre. J'ai verrouillé la porte. Je suis restée là, seule dans le salon, sentant ce vide grandir en moi. La semaine dernière, Fabien est venu dîner. Il a amené Chantal et les enfants. Ma mère a préparé un délicieux riz au poulet. La maison sentait bon. Il y avait même un dessert. J'ai aidé à servir. J'ai fait la vaisselle après. Je les ai entendus parler dans le salon, riant. Quand je suis allée dire au revoir aux enfants, ma mère ne m'a même pas regardée. Fabien le remarqua. Il a demandé si tout allait bien. J'ai dit oui. Menti. Il y a 2 jours, je suis rentrée chez moi après le nettoyage nocturne. Il était presque minuit. J'étais fatiguée. Je voulais juste prendre une douche et dormir. Mais quand j'ai ouvert la porte, ma mère était assise dans le salon, les bras croisés, avec un visage que je connaissais bien. C'était le visage de quelqu'un sur le point d'exploser. Elle n'a rien dit. Il m'a juste regardée. J'ai demandé ce qui s'était passé. Elle resta silencieuse. Je suis allée dans la chambre. J'ai pris une douche, jeter, dormir. 2 heures plus tard, j'ai été réveillée par une porte qui claque. Toutes les lumières de la maison se sont allumées en même temps. Je me suis levée effrayée. Ma mère était dans le couloir en train de crier, dire que j'étais un parasite, que je lui suquais la vie, qu'elle ne supportait plus de me voir là. J'ai essayé de parler. Elle ne l'a pas laissé faire. Il n'arrêtait pas de crier. Il a dit que Jen n'avait jamais rien fait d'utile de ma vie, que Laurent était mort parce qu'il ne supportait pas de vivre avec moi, que même mon père était mort pour ne pas avoir à me supporter. Chaque mot était un coup de couteau. Elle est entrée dans ma chambre, a pris un sac poubelle et a commencé à jeter mes vêtements à l'intérieur. J'étais paralysée. Je n'ai pas pu réagir. Elle prit des chaussures, des manteaux, tout ce qu'elle pouvait trouver. Il attacha le sac, il le traîna jusqu'à la porte d'entrée, ouvert. Il l'a jeté sur le trottoir, puis il m'a regardée et a dit « Sors, disparaître. Je ne veux pas de toi ici. » J'étais en pyjama, pieds nus, énorme. Je l'ai regardé. J'ai cherché un signe de repentance, un signe d'humanité. Il n'y avait rien, seulement de la colère, seulement du mépris. Gauche. La rue était vide, froid. Le vent tranchait la peau. Je me suis assis sur le trottoir, à côté du sac avec mes affaires. J'ai regardé la maison. Ma mère était encore à la porte. Il n'arrêtait pas de crier, dire que j'étais une honte, qu'elle regrettait de m'avoir élevée, que j'aurais dû partir avec Laurent quand j'en avais l'occasion. Les voisins allumèrent la lumière. Certains ouvrirent les fenêtres. Ils voyaient tout. Je voulais disparaître. Je voulais que la terre s'ouvre et m'engloute. Mais je ne pouvais que rester là, à essayer de comprendre comment une mère pouvait faire ça à sa propre fille. Après environ 5 minutes, elle est entrée et a claqué la porte violemment. Le bruit résonna dans toute la rue. J'ai été laissée seule, dans le noir, dans le froid, ne sachant pas quoi faire, sans endroit où aller.
J'ai pris mon portable. J'étais à court de batterie. J'ai pensé appeler Fabien. Mais c'était l'aube. Il devait travailler tôt. Les enfants dormaient. Je ne voulais pas me déranger. J'ai pensé à appeler quelques collègues. Mais nous n'avions pas ce genre de proximité. Ils n'étaient que des collègues. Je suis restée là-bas, assis sur le trottoir, serrant le sac de vêtements, pleurant doucement. Sentir tout le corps souffrir de froid et d'humiliation. Environ 20 minutes plus tard, j'ai vu des phares approcher. Une voiture noire. Il s'est arrêté juste devant moi. Je me suis essuyé le visage avec mes mains. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie comme ça. La portière du conducteur s'ouvrit. Et quand j'ai vu qui descendait, mon cœur a failli s'arrêter. C'était Dominique. Dominique était la cousine de Laurent. Nous avons toujours été proches. Elle m'a beaucoup aidée après sa mort. C'est elle qui a organisé la veillée, qui est restée avec moi le premier jour, qui m'a aidée à vendre les choses dans l'appartement. Nous nous sommes un peu éloignés après mon retour chez ma mère. Pas mal. Juste parce que la vie continuait. Mais elle envoyait toujours des messages. Il demandait toujours comment j'allais. La nuit dernière, avant de dormir, je lui avais envoyé un message. Je ne lui ai pas dit ce qui se passait. J'ai juste dit que c'était difficile. Elle a répondu qu'elle irait là-bas le lendemain. Mais je n'imaginais même pas qu'elle viendrait à l'aube. Elle est sortie de la voiture et est arrivée en courant. « Aminata, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu là dehors? Je ne pouvais pas parler. » J'ai juste pleuré. Elle m'a pris dans ses bras. Il s'est assis à côté de moi sur le trottoir. Il a pris ma main. « C'était ta mère, n'est-ce pas ?» J'ai secoué la tête. Dominique prit une profonde inspiration. Il regarda la maison, soulevé. Il alla à la porte et frappa fort. Une fois, 2, 3. Ma mère ne l'a pas ouvert. Dominique frappait plus fort, criait. « Je sais que tu es là-dedans. Ouvre cette porte maintenant. » La lumière dans la pièce s'alluma. Ma mère a ouvert la porte. Lorsqu'elle vit Dominique, elle fut déconcertée. Mais il essaya de garder sa posture. « Que veux-tu » Dominique ne cria pas. Il parla doucement, ferme. Mais chaque mot semblait peser une tonne. « Tu as jeté ta fille dehors à l'aube, en pyjama, pas de chaussures, comme si elle était une ordure. C'est ce que tu as fait. » Ma mère a essayé de répondre. Dominique ne le laissa pas faire. « Tu sais qui je suis avocat, et je sais exactement quoi faire avec des gens comme toi. Aminata payait le loyer ici. Il payait les factures. Il y a des reçus. Il y a des témoins. On ne peut pas juste jeter quelqu'un à la rue comme ça. C'est une expulsion illégale. C'est de la violence psychologique. Et je te poursuivrai pour tout ça si je dois. » Ma mère est devenue pâle. Il essaya de dire quelque chose, continua Dominique. « Mais avant ça, tu vas lui prendre ses affaires. Tout, droite. Et ça va le faire sortir ici, maintenant. Parce qu'elle ne retournera plus jamais dans cette maison. Et vous devrez expliquer au juge pourquoi vous avez fait cela à votre propre fille. » Ma mère est restée immobile. Ses mains tremblaient, ses yeux grands ouverts. Elle m'a regardé. J'ai détourné le regard. Je n'avais rien de plus à dire. Dominique croisa les bras et resta là, à la porte, attendant. Ma mère a essayé de froncer les sourcils, mais je voyais bien qu'elle était nerveuse. Elle est retournée dans la maison, sans rien dire. Cela a pris environ 10 minutes. À son retour, il apporta 2 vieilles valises et une boîte en carton. Il a tout mis sur le trottoir sans me regarder. Vérifia Dominique. Il manque quelque chose. Retourne là-bas et prends le reste. Ma mère prit une profonde inspiration. On aurait dit qu'elle allait exploser. Mais il ne dit rien. Retournez. J'ai apporté un autre sac avec des chaussures et quelques affaires de la salle de bain. Dominique a tout pris et l'a mis dans le coffre de la voiture. Puis il est venu vers moi, m'a aidé à me relever et m'a emmené sur le siège passager. Je tremblais, pas seulement à cause du froid. Tout. Avant de monter dans la voiture, Dominique regarda ma mère une dernière fois. « Tu as perdu ta fille aujourd'hui, et c'est toi qui l'as choisie. J'espère que ça en vaut la peine. » On est monté dans la voiture. Dominique alluma le chauffage. Il m'a donné un manteau qui était sur la banquette arrière. Nous avons quitté cette rue et je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas. J'ai ressenti un immense vide dans ma poitrine. Un mélange de tristesse et de soulagement. Je venais de perdre ma mère, mais en même temps, je venais juste de m'en libérer. Dominique m'a emmenée chez elle. C'était un petit appartement mais chaleureux. Elle vivait seule. Il travaillait dur mais gardait toujours tout organisé. Il m'a emmenée dans la chambre d'amis. Il y mit ses sacs. Il a dit que je pouvais rester aussi longtemps que j'en avais besoin, qu'il n'avait rien à payer, qu'elle voulait juste que j'aille bien. J'ai pris une douche chaude. J'ai mis des vêtements propres. Je suis allongée sur le lit et j'ai pleuré. J'ai pleuré
tout ce à quoi je m'étais accrochée pendant des années. J'ai pleuré pour la fille qui a grandi en essayant d'être assez bien. J'ai pleuré pour la femme qui a perdu son mari. J'ai pleuré pour la fille qui n'a jamais été aimée par sa propre mère. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Le lendemain, je me suis réveillée tard. Dominique était parti travailler, mais avait déjà préparé son café et posé un mot sur la table. Se reposer. On en reparlera quand je reviendrai. J'ai mangé quelque chose. Je suis restée sur le canapé, fixant le plafond, essayant de tout assimiler. Mon téléphone portable a sonné plusieurs fois. C'était Fabien. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à lui parler. Lorsque Dominique est revenue en fin d'après-midi, elle a apporté de la nourriture chinoise. Nous nous sommes assis à la table et elle m'a demandé si je voulais parler. J'étais tout dit. Depuis le début. Depuis la mort de mon père. Depuis que Laurent est apparu. Depuis que je suis retournée chez ma mère. Tout. Elle écouta en silence. Il secouait la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, elle m'a pris la main et a dit « Tu ne méritais rien de tout ça. Rien. » Cette nuit-là, Fabien a pu me parler. Il était désespéré. Il a dit que ma mère l'avait appelé le matin, disant que j'étais partie de la maison en pleine nuit sans donner de réponse, que j'étais dramatique, que j'ai toujours été problématique. Il croyait au commencement. Mais ensuite, il a appelé des voisins et ils lui ont dit la vérité. Ils ont dit qu'elle m'avait jetée à la rue, qui m'a crié dessus devant tout le monde, que je suis restée là, assis sur le trottoir, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Fabien était en colère. Il a dit qu'il allait lui parler, qu'il allait la remettre à sa place. Je lui ai demandé de ne rien faire. Il a dit que ça ne servait à rien, qu'elle ne changerait jamais. Il insista. Il a dit qu'il devait faire quelque chose. J'ai répété « Ça ne sert à rien, Fabien. Laisse-la tranquille. Je veux juste avancer dans ma vie maintenant. » Il resta silencieux un moment. Puis il a dit « Désolé, Aminata. Désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait. Je suis désolé de ne rien avoir fait avant. J'ai dit que ce n'était pas de sa faute, qu'il avait sa vie, que je n'ai jamais attendu qu'il résolve mes problèmes. Nous nous sommes dit au revoir. Il a dit qu'il allait me rendre visite, qu'il ne me laisserait pas tranquille. Je l'ai remercié. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à réorganiser ma vie. Dominique m'a aidé à ouvrir un nouveau compte bancaire, pour séparer mes documents, pour faire une listed, ce dont j'avais besoin. J'ai continué à travailler dans les 2 emplois. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, l'argent que j'ai gagné m'appartenait seul. Il n'avait à payer de loyer à personne. Je n'avais pas besoin d'entendre des plaintes. Il n'avait pas à marcher sur des œufs dans sa propre maison. 2 semaines plus tard, Fabien s'est présenté à l'appartement de Dominique. J'ai amené Chantal et les enfants. On a parlé. Il a dit qu'il était allé chez ma mère, qu'il avait confronté, qu'il avait dit tout ce qu'il pensait. Elle n'a pas bien réagi. J'ai dit qu'il était manipulé par moi, que j'ai toujours été dramatique, que j'inventais des choses pour attirer l'attention. Fabien a dit que ce n'était pas ça, qu'il avait vu les reçus de paiement, qu'elle avait parlé à ses voisins, qu'il connaissait la vérité. Ma mère l'a mise à la porte. J'ai dit que s'il restait à mes côtés, elle ne voulait plus rien savoir de lui. Fabien est parti, et depuis, elle ne lui a plus parlé. Il était triste. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais il a dit qu'il avait fait le bon choix, qu'elle ne serait pas du côté de quelqu'un qui traitait sa propre fille ainsi. Je l'ai serré dans mes bras. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir un vrai frère. 1 mois plus tard, Dominique m'a appelé pour parler. Il a dit qu'il avait une proposition. Elle avait une amie qui travaillait dans un cabinet d'avocats et ils avaient besoin de quelqu'un pour le secteur administratif. Ce n'était rien de très sophistiqué. Organiser de documents, répondre au téléphone, prendre rendez-vous. Mais c'était mieux payé que les 2 emplois que j'ai eus. Et ce n'était qu'un seul service. Du lundi au vendredi, de 9 à 6 heures. J'ai accepté sur le champ. J'ai passé l'entretien. J'ai eu le poste. J'ai quitté les 2 anciens emplois. Et j'ai commencé à travailler au bureau. Pour la première fois depuis 2 années, j'avais une routine normale. Il dormit bien. Elle se réveilla reposée. J'ai eu le temps de déjeuner comme il se doit. Pour parler à des collègues, vivre. Les gens du bureau étaient gentils. Ils m'ont bien traité. Ils ne me regardaient pas comme un fardeau. Ils ne se plaignaient pas de tout ce que je faisais. Ils ont juste fait leur travail et sont partis. C'est aussi simple que ça. Je m'améliorais chaque jour. Apprendre de nouvelles choses. Je me sens vraiment utile. 2 mois plus tard, j'ai réussi à économiser assez d'argent pour louer un petit studio. Ce n'était pas grave. Une chambre, une cuisine américaine, une salle de bain, mais qu'était le mien.
Dominique m'a aidé à meubler. Nous sommes allés dans des friperies, avons acheté des choses qu'elle n'utilisait plus, acheté les bases. En une semaine, l'endroit était prêt. J'ai déménagé. Et j'ai encore pleuré. Mais cette fois, de bonne heure. Fabien est venu me rendre visite le lendemain. J'ai apporté des fleurs. Il a dit qu'il était fier de moi, que je méritais ça et bien plus encore. Chantal a fait un gâteau. Les enfants coururent dans tout l'appartement en riant. J'ai fait du café. Nous nous sommes assis à la petite table de la cuisine. On a parlé de tout, à propos du passé, à propos de l'avenir, à la rapidité avec laquelle la vie avait changé. Fabien a dit que ma mère était toujours seule, qu'il ne parlait à personne, que les voisins ont commenté qu'elle vivait avec un visage fermé, enfermée dans la maison. Il avait essayé de lui parler plusieurs fois. Il envoyait des messages, appelait, elle n'a jamais répondu. Il abandonna. Elle a dit qu'elle ne courait pas après ceux qui ne voulaient pas être trouvés. Je ne me suis pas sentie désolée. Je ne me suis pas sentie en colère. Je n'ai rien ressenti. Juste un étrange vide. Comme si cette partie de ma vie avait été effacée. Comme si ma mère était une personne que j'ai connue autrefois, mais qui ne faisait plus partie de mon histoire. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un voisin de ma mère, Donna Sylvie. C'était une gentille dame, toujours gentille avec moi. Il a dit qu'il avait besoin de me parler. C'était important. J'ai organisé une rencontre avec elle dans un café près du quartier où vivait ma mère. Quand je suis arrivée, Donna Sylvie était nerveuse. Il jouait nerveusement avec ses mains. J'ai regardé sur les côtés. Je lui ai demandé du thé. J'ai attendu qu'elle se calme. Après quelques minutes, elle commença à parler. « Ta mère ne va pas bien, Aminata. Elle ne quitte pas la maison. Il ne parle à personne. J'essaie de lui parler quand je la vois, mais elle grogne juste et entre. Hier, je l'ai entendue crier seule à l'intérieur. J'étais inquiet. J'ai frappé à la porte. Elle ne l'a pas ouvert. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pris une profonde inspiration. Je lui ai demandé si elle avait essayé de parler à Fabien. Donna Sylvie a dit oui, qu'il était allé là-bas, mais que ma mère l'avait envoyé ailleurs, qu'elle ne voulait d'aide de personne. Madame Sylvie m'a regardé avec ses yeux fatigués et a dit « Je sais qu'elle t'a fait des choses horribles. Je l'ai vue. J'étais là la nuit où elle t'a jeté dans la rue. Mais malgré tout, c'est sa mère. Et elle souffre. Je l'ai remercié pour son attention. Il a dit qu'il réfléchirait à ce qu'il allait faire. Mais à l'intérieur, je le savais déjà. Je n'allais pas y retourner. Je n'allais pas le poursuivre. Je n'allais pas essayer de sauver quelqu'un qui n'a jamais essayé de me sauver. Je suis rentrée chez moi. Je l'ai dit à Dominique. Elle a dit que la décision m'appartenait, que personne ne pourrait me juger pour un choix que j'ai fait. J'ai passé la nuit à réfléchir, renouveler des souvenirs. J'essaie de trouver une raison de revenir, une bonne mémoire, un geste d'affection. Je n'en ai pas trouvé. Le lendemain matin, j'ai appelé Fabien. Je lui ai dit ce que Donna Sylvie avait dit. Il resta silencieux. Puis il a dit « J'y vais, je vais réessayer. Mais si elle ne veut pas d'aide, je ne peux rien faire. » Il y est allé. Il frappa à la porte. Ma mère l'a ouvert. Elle lui cria dessus. Il a dit qu'il n'avait besoin de personne, que tout le monde l'avait abandonné, qu'elle était mieux seule. Fabien essaya de répliquer. Elle lui claqua la porte au nez. Il rentra chez lui frustré. 2 semaines plus tard, Donna Sylvie a rappelé. Cette fois, sa voix tremblait. Aminata, sa mère, est tombée dans la maison. J'ai entendu le bruit. J'ai appelé l'ambulance. Ils sont défoncé la porte. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle va bien, mais les médecins lui ont dit qu'elle avait besoin de quelqu'un. Elle ne peut pas être seule. Mon cœur se serra. Pas de la nostalgie, pas d'amour, mais avec un sentiment étrange. Comme si une partie de moi attendait encore qu'elle change. Qu'il reconnaissait ce qu'il avait fait. Qu'il s'excuse. Je suis allée à l'hôpital. Fabien était déjà là. Chantal aussi. Nous sommes entrés dans la pièce. Ma mère était allongée dans son lit, pâle, les yeux fermés. Quand il m'a vue, il a ouvert les yeux lentement. Nous nous sommes regardés longtemps. J'ai attendu. J'attendais qu'elle dise quelque chose. Rien. Elle tourna la tête. Fabien soupira. Il quitta la pièce. Chantal silença. Je suis restée 1 minute de plus, en regardant cette femme qui avait été ma mère. Cette femme qui m'a portée pendant 9 mois, qui m'a donné à manger. Ça m'a endormie. Mais qu'il ne m'a jamais vraiment aimée. J'ai quitté la pièce. J'ai rencontré le médecin dans le couloir. Il m'a expliqué que ma mère était tombée à cause de l'hypertension, qu'elle avait besoin de repos, que quelqu'un devait s'occuper d'elle pendant quelques semaines. J'ai regardé Fabien.
Il secoua la tête. Je l'ai aussi secoué. Le docteur comprit. Il a dit qu'ils essaieraient de trouver un service social qui pourrait aider. Qu'ils allaient en faire de leur mieux. Nous avons quitté l'hôpital. Fabien était dévasté. Il a dit qu'il se sentait comme un fils horrible. Je lui ai pris la main et dit « Tu n'es pas horrible. Tu as essayé. On a essayé. Mais nous ne pouvons pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. » Ma mère a été hospitalisée pendant 1 semaine. Puis elle a été envoyée dans une maison de retraite temporaire, financée par le système de santé. Fabien venait lui rendre visite de temps en temps. Je n'y allais plus. Il n'y avait aucune raison. Il n'avait pas raison. J'avais accepté l'idée que certaines mères ne savent pas aimer, et que ce n'était pas de ma faute. Les mois passèrent. Ma vie a continué. J'ai été promue au bureau. J'ai commencé à gagner un peu plus. J'ai pu acheter de nouveaux meubles pour l'appartement. Je me suis liée d'amitié avec les voisins. J'ai commencé à aller dans une salle de sport près de chez moi. J'ai souri à nouveau. Je dors bien. Sentir que la vie valait la peine d'être vécue. Fabien m'appelait chaque semaine. Il a parlé des enfants, de travail, de la vie. Il s'était complètement éloigné de ma mère. Il a dit qu'il ne supportait plus d'essayer. Qu'à chaque fois qu'il y allait, elle lui lançait à la figure qu'il avait choisi mon camp. Qu'il était un traître. Il était fatigué. Et j'ai compris. 6 mois après cette nuit-là, j'ai été jetée dehors dans la rue, assis dans mon petit appartement, buvant du thé, regardant par la fenêtre. Le soleil se couchait. La ville y était bruyante. Mais à l'intérieur, c'était silencieux, pacifique. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie chez moi. Vraiment. Dominique est passée dîner. Elle faisait toujours ça. Il est arrivé avec de la nourriture, on a parlé, ri, regardé un mauvais film à la télé. Cette nuit-là, elle a apporté de la pizza. Nous nous sommes assis par terre dans le salon, car il n'y avait toujours pas de canapé assez grand pour nous deux. Manger. Nous avons parlé du travail, des projets pour l'avenir. À un moment, elle m'a regardé et m'a demandé « Regrettes-tu quelque chose ?» Je pensais. J'ai beaucoup réfléchi. Et puis j'ai répondu « Non, je ne regrette pas d'être partie. Je regrette d'être restée si longtemps. » Dominique sourit. Il a dit que j'étais plus forte qu'il ne l'imaginait, que j'avais traversé de choses que beaucoup de gens ne pouvaient pas gérer, et que je méritais tout le bien qui se passait maintenant. Cette nuit-là, après son départ, je n'arrêtais pas de penser à tout, de la façon dont la vie peut changer d'un moment à l'autre, sur la façon dont une humiliation peut se transformer en libération, dans la façon dont les personnes à laquelle nous nous attendons le moins peuvent être celles qui nous sauvent le plus. Aujourd'hui, quand je repense à moi, je ne ressens pas de colère contre ma mère. Je ne ressens pas de haine. Je me sens juste désolée. Dommage pour une femme qui a choisi la solitude, qui a choisi la fierté, qui a choisi de jeter les gens qui l'aimaient, et qu'elle vit maintenant seule, enfermée dans une maison où il n'y a plus personne. J'ai choisi autrement. J'ai choisi de pardonner. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je méritais la paix. J'ai choisi d'aller de l'avant. Construisez une vie qui en vaut la peine. M'entourer de personnes qui m'aiment vraiment. Des gens comme Dominique, comme Fabien, comme Chantal, comme les enfants. L'humiliation que ma mère a essayé de me infliger cette nuit-là lui est revenue d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Pas avec vengeance, pas avec haine, mais avec le simple choix de passer à autre chose et d'être heureux. Parce qu'au final, la meilleure réponse à ceux qui essaient de vous détruire est de prouver que vous êtes indestructible. Si tu as déjà vécu quelque chose de similaire, si quelqu'un qui devrait t'aimer t'a déjà traité comme si tu ne valais rien, je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas ta faute, ça ne l'a jamais été, et tu mérites mieux. Il mérite d'être aimé, il mérite le respect, il mérite la paix. Écrivez dans les commentaires « I deserve peace » si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, merci de le partager. Parce que parfois, nous avons juste besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls.